parallèle, on commence à percevoir à travers les exemples qui ont été donnés un certain nombre d'initiatives, de propositions, d'imaginaires un peu différents qui viennent au contraire proposer de renouveler ce contrat démocratique, d'aider à la penser et à la vivre de manière différente. Et parmi ces propositions, un certain nombre de citoyennes et de citoyens se rassemblent au sein de mouvements qui viennent vivifier la vie politique, voire mettre au défi les partis et ajouter un peu un petit rapport de force un nouveau rapport de force en tout cas dans cette vie politique. Et c'est vrai que l'actualité le montre, puisque la primaire populaire, donc on en reparlera, vient de réunir 390 000 votants. Et ça montre bien qu'il y a un espace pour ces autres formes de mobilisation. Donc ces dynamiques viennent titiller, un peu aiguillonner les partis qui, du coup, à leur tour, intègrent une certaine part de concertation, notamment dans leur travail programmatique. On peut citer l'exemple du candidat Yannick Jadot qui intègre une proposition citoyenne pour porter son programme sur la question de la démocratie. Il a confié ce travail à un processus de concertation sur l'exemple de la Convention citoyenne pour le climat. Donc on le voit, il y a un échange, un dialogue entre ces mouvements et les partis, et c'est ce qu'on va essayer d'interroger aujourd'hui. Savoir est-ce qu'il faut jouer le jeu de l'innovation démocratique, quitte à perdre selon les règles établies des élections partisanes. Est-ce que mouvement et partis ont besoin l'un de l'autre et qui a besoin de qui? Alors pour parler de ça, donc, nous accueillons donc Quentin Sauzet. Quentin, tu es coprésident de Démocratie Ouverte. Tu pourras nous présenter un peu ce collectif d'innovation démocratique. Et tu as lancé en 2016 un lobby citoyen intitulé ECHO. Et tu es coprésident de Démocratie Ouverte depuis 2019. Et Simon Persico, politologue, spécialiste des partis politiques, des dynamiques d'attention et des politiques environnementales. Tu enseignes à Sciences Po Grenoble. Et Simon collabore régulièrement à la revue Projet, dont ce dernier article, Quand l'écologie fait de la politique, dans le dernier dossier écologie, ce que l'écologie fait à la politique. Vous le trouverez évidemment sur la table au fond. Alors peut-être, Quentin, pour commencer, cofondateur de Démocratie Ouverte, donc ce collectif qui rassemble des innovateurs démocratiques, des chercheurs, des professionnels, des élus, des associations, des citoyens. Ça fait beaucoup d'acteurs. A priori, tous d'accord pour faire bouger le système. Est-ce que tu peux nous dire en 2 mots quelle est l'intention et comment ça fonctionne? Merci beaucoup, merci pour l'invitation, merci à vous tous d'être là aussi, de nous donner un peu de votre temps et d'être intéressés par ce sujet. Pour vous résumer ça, parce que je pense qu'après, il faut qu'on soit dans un dialogue dynamique, mais pour présenter un peu la chose, Démocratie Ouverte, ça a été créé il y a 8 ans. Le but, c'était de faire en sorte que la France intègre ce qu'on appelait le partenariat pour un gouvernement ouvert, qui était une initiative lancée par Obama et par Lula. Le but étant de forcer les États à prendre des engagements en matière ouverture des données, ouverture en termes de transparence de l'action publique et aussi de collaboration avec les citoyens, c'est-à-dire où est-ce qu'on les intègre évidemment dans les processus de décision. Ça a fonctionné, mais chemin faisant, on a réalisé qu'au-delà évidemment des intentions et même parfois des engagements, ça ne suivait pas toujours. Et donc, il fallait qu'on fédère en fait un certain nombre d'acteurs pour continuer à mettre la pression et puis tester plein de choses. Donc, comme tu l'as dit, on réunit plein d'acteurs différents. Le liant principal, c'est vraiment la notion commune et partagée qu'on est en train de vivre une grave crise démocratique. Ça, c'est le premier point, qui est latente, qui est profonde, qui est pas juste d'il y a quelques années. C'est vraiment un mouvement en fait qui se met en place depuis des dizaines d'années en France. Et que par ailleurs, et je crois que c'est aussi ça qui est important et que souvent on oublie de dire, c'est que pour nous, l'élément central, c'est d'abord les aspects démocratiques pour répondre évidemment ensuite aux crises écologiques, sociales aussi que nous traversons. La conviction profonde de l'ensemble des acteurs, c'est que si on ne change pas les règles du jeu, en fait, le résultat va systématiquement se répéter. Parce qu'en fait, vous pouvez relancer les dés 100 fois, si vous ne changez pas les règles du jeu, ça ne fonctionne pas. Et en fait, je prends souvent cette image pour l'expliquer, c'est vous pouvez faire jouer Mère Teresa, le Dalai Lama et le pape François au Monopoly. À la fin, il y en aura toujours un qui éclatera les autres. C'est une question juste de règles du jeu. En fait. Donc, si vous ne les changez pas,
pouvez mettre les meilleurs acteurs, les meilleures intentions, ça ne fonctionnera pas. Donc voilà pour démocratie ouverte. Pour les faits d'armes, on fait plusieurs choses. On travaille évidemment avec plein de collectivités sur le territoire, des municipalités, des départements, des régions. Et on essaye en fait à chaque fois de manière assez innovante, parce que ça, innovation démocratique, ça fait un peu pompeux comme terme, mais l'idée c'est juste comment on trouve des nouvelles façons de réintégrer le citoyen dans la politique, dans le schéma décisionnel. On a évidemment aussi du coup rassemblé beaucoup d'acteurs à travers les gilets citoyens pour négocier puis accompagner la mise en place de la Convention citoyenne pour le climat. Donc ça, on pourra y revenir évidemment sur ce qui a marché, pas marché, etc., avec grand plaisir. Et on a été aussi parmi les membres fondateurs donc, de la primaire populaire. Mais on a dû, et ça aussi c'est peut-être une nuance qu'on pourra apporter après, nous sortir en tout cas du comité d'orientation il y a 2 mois quand le choix a été fait ensuite en fait d'aller plus sur un mécanisme de départage, enfin une primaire classique, mais vraiment ensuite sur un mécanisme de désignation d'un candidat, parce que là ça devenait vraiment clairement partisan. Et ça, nous, dans nos statuts, on ne peut pas le faire, puisqu'on revendique vraiment d'être très politique dans ce qu'on fait, mais on travaille avec l'ensemble des partis politiques, d'où le terme apartisan. Voilà, je vais m'arrêter. Justement, c'est la question d'après, c'est-à-dire vous déclarez apartisan. Est-ce que ça veut dire, comme tu le disais, travailler avec tous les partis, ou est-ce que ça veut dire que pour vous, les partis politiques ne sont pas à même, ne sont pas les bons acteurs pour repenser les fondements du système politique? Ah non, non, mais en fait, justement, les partis politiques, ça on pourra aussi en reparler après, je pense. C'est des organes qui, comme beaucoup en fait, de corps intermédiaires, sont en situation d'affaissement, mais ils ont encore beaucoup de pouvoir et ils sont remis en cause un peu dans leurs règles internes de fonctionnement, sur leur utilité, etc. Pour plein de raisons, on y reviendra. Et notamment, nous, notre perception, c'est parce que c'est essentiellement devenu des partis de notables, en fait. Quand on regarde le Parti socialiste, par exemple, en fait, ils ont revendiqué 20 000 adhérents aujourd'hui. Et en fait, 20 000 adhérents, c'est essentiellement tous les élus, plus les gens qui travaillent pour ces élus. Et il reste après quelques militants en fait, sur le territoire. Je ne veux pas offenser des gens qui éventuellement sont au Parti socialiste, mais ce que je veux dire, c'est que la vigueur militante n'est plus forcément de ce côté-là, et pour des raisons qu'on pourra évidemment décrire un peu plus tard. Donc nous, notre but, ce n'est pas du tout de remplacer les partis politiques, par contre, parce qu'on pense que c'est un outil extrêmement important et utile, évidemment, dans la construction en fait, démocratique, dans la formation des militants partout sur le territoire, dans la portée et la construction d'une idéologie, d'un programme, etc. Donc, ce n'est pas le but. Et la création en fait, de la primaire populaire, qui est un peu un objet politique non identifié, était avant tout pas dans une construction contre les partis, mais pour les aider à un moment donné à sortir de l'ornière où ils sont tous dans leur couloir et qu'ils ne veulent pas à un moment discuter réellement sur une candidature commune. Alors justement, on parle de la primaire populaire, et c'est vrai qu'on a vu à cette occasion à quel point les logiques partisanes et les logiques citoyennes peuvent entrer en confrontation. Peut-être rappeler en 2 mots ce que c'était que cette primaire populaire. L'idée, c'était d'organiser une primaire citoyenne pour faire gagner l'écologie et la justice sociale, et donc de départager les candidats au présidentiel sur cette ligne afin d'avoir une candidature unique sur ces sujets-là. La France insoumise, le PS et Europe Écologie Les Verts ont refusé de participer, alors même que les 3 partis se réclamaient du renouveau démocratique. Et donc finalement, c'est Christiane Taubira qui a remporté dimanche cette primaire. On voit que les convergences sont complexes, même avec un socle commun d'idées, et qu'on est plutôt dans une logique de confrontation. Simon, comment toi tu analyses ce refus plus ou moins catégorique de certains élus? Il y a eu des réactions assez virulentes ou de mépris d'un certain nombre de représentants de partis ou de candidats. Donc, comment tu analyses voilà, ces réactions avec lesquelles l'initiative a été reçue par la classe politique partisane? Oui, merci pour cette question et merci beaucoup au CERAS, à Clémence pour avoir remplacé au pied levé. Je suis très heureux d'être là. Alors, comment expliquer un peu ce repli partisan, ce refus de jouer le jeu d'une recherche d'un candidat unique? Il y a plusieurs facteurs. Le premier, c'est que, et c'est là où ce que disait Quentin tout à l'heure était tout à fait juste, c'est que les règles, elles ont des conséquences sur le comportement des acteurs. Et le problème, c'est que ce qu'il y avait à régler, c'est la candidature à une élection présidentielle. Il n'y a rien de pire que de devoir sélectionner un seul bonhomme. Ça, c'est vraiment
ce que nous apprend la science politique en général, quand vous devez sélectionner un seul bonhomme, c'est très difficile puisque vous ne pouvez pas ou difficilement laisser exprimer une forme de pluralité. Et donc, il y avait un risque pour les 3 acteurs, sachant qu'il y a un peu une incertitude sur qui domine dans ce champ politique. Mélenchon fait un excellent score en 2017, les Verts font un plutôt bon score aux européennes, le PS se redore le blason lors des régionales, c'est lui qui parvient à conserver quelques présidences de région. Donc, il y a une incertitude sur quel parti ou quel camp un peu politique a le leadership sur cet espace politique dont tout le monde considère à peu près qu'il est homogène. J'y reviendrai, avec des nuances quand même assez fortes, mais en disant, OK, on est de gauche peut-être, mais par contre, on ne sait pas qui domine et le risque est trop grand, avec en plus des innovations démocratiques, un mode de scrutin nouveau, etc. Une grosse incertitude sur qui va participer à cette primaire, quels sont les camps qui vont pouvoir se mobiliser. Les Verts, par exemple, avaient très peur de ne pas être capables de mobiliser autant que Mélenchon. Donc, ils avaient l'impression qu'ils pouvaient potentiellement perdre avec des citoyens engagés dans la dynamique de primaire qui ne correspondent pas tout à fait aux citoyens de l'ensemble, etc. Donc, et sachant qu'à la fin, c'est winner takes all. C'est-à-dire que vous êtes le candidat qui représente ce camp uni. Et donc, la question du leadership est tranchée par cette primaire pour quand même quelques temps. Et donc, il y a un risque important de ce point de vue-là. Si la primaire populaire avait été, par exemple, pour désigner le poids de chacun des groupes pour les législatives, imaginons donc avec d'autres institutions, ce n'est pas la présidentielle qu'il s'agit de régler, mais des législatives, et encore mieux des législatives à la proportionnelle, sans doute qu'ils auraient accepté beaucoup plus naturellement d'y participer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, et c'est lié à ce que je disais, c'est que les organisations partisanes, elles veulent survivre. Voilà. Une organisation, toute forme d'organisation milite pour sa survie. J'en veux pour preuve le fait que le Parti radical de gauche existe encore aujourd'hui. Alors même qu'effectivement, sa manière de se distinguer, voilà, il renaît d'ailleurs avec Christiane Taubira, mais sa manière de se distinguer sur les enjeux, le programme, l'idéologie qu'il porte est peu claire. Enfin, et c'est devenu évanescent, même si c'était un parti important au début de la démocratie française. Mais les organisations veulent survivre, à la fois en tant qu'organisation, hein, les partis ne meurent jamais vraiment, et puis aussi pour défendre les cadres, les personnes, les militants, qui, par exemple, vous verrez d'un mauvais œil le fait de se faire écarter nécessairement par une logique d'alliance pour les législatives qui arrivent. Donc, en gros, on protège les siens. Et du coup, ça fait que moi, j'étais assez étonné parce que je pensais que l'initiative primaire populaire prendrait plus à l'intérieur des partis et chez les militants. Et en fait, elle a assez peu pris. Cette logique organisationnelle de on fait bloc et on est surtout dans une période menacée, hein, parce que là, on parle de 22 000 adhérents du PS. C'est sans doute 10 fois moins que, pas tout à fait, ils ont fait 150 000 il y a 10 ans, ils étaient 150 000. Donc, avec cette logique de déclin et donc plutôt de se protéger, de serrer les rangs, etc., pour se défendre comme organisation, indépendamment finalement des conséquences plus on va dire, ambitieuses, collectives, nationales qui pourraient exister pour ce camp politique. Le troisième point, c'est quand même l'existence de divergences programmatiques qui demeurent. Et là, de ce point de vue-là, le socle commun qui a été intéressant, une dynamique intéressante, une logique intéressante de construction d'un socle commun, mais il est très minimaliste comme programme. Si vous lisez le socle commun, on ne sait pas comment on va gouverner à partir de mai 2022. Et la raison principale, c'est qu'il y avait toute une série d'enjeux conflictuels qui restent conflictuels au sein de la gauche, que j'imagine, hein, je n'étais pas dans les réunions auxquelles d'ailleurs à ce moment-là les partis ont participé. Ce socle commun, c'est quand même une co-construction, mais en tout cas, on a écarté un certain nombre d'enjeux qui sont importants sur la question européenne, par exemple, sur la question des relations internationales, sur la question de l'OTAN, des questions comme ça qui sont assez conflictuelles et qui n'ont pas été réglées et qui du coup font que… Et d'ailleurs, enfin, franchement, une des meilleures preuves de ça, c'est quand même les déclarations de Christiane Taubira récentes, je ne sais pas si vous avez entendu, sur l'impôt sur les successions, où c'était pas du tout clair et où on a l'impression qu'elle a même pas lu son petit Piketty illustré d'une certaine manière, qui est quand même en gros le truc de base qui est oui, il y a des inégalités de patrimoine qui sont phénoménales et il faut lutter contre ces inégalités de patrimoine. On avait l'impression qu'elle était décalée par rapport à ça, alors que sans doute c'est bien ça qui est le ferment de la gauche. Donc c'est pour dire aussi que la clarification idéologique, ok, on peut se dire on est tous de gauche, etc., mais elle n'était pas si nette que ça. Et du coup, un certain nombre de candidats, sans doute à juste titre, disant moi je joue pas l'aventure d'avoir potentiellement quelqu'un qui va remettre en cause l'impôt sur le patrimoine, quoi. Ou l'impôt sur l'héritage, etc. Ça n'a pas été suffisamment clarifié. Et encore une fois, institution, c'est-à-dire qu'on élit, on désigne une candidate, un candidat.
indépendamment d'un socle idéologique, mais sauf que c'est entre plusieurs organisations. Les primaires américaines, par exemple, c'est beaucoup plus simple, c'est une seule organisation. Et donc après, vous pouvez avoir des logiques du type le Sunrise Movement. Là, c'est un des trucs dont s'est inspiré la primaire populaire, qui cherche à vraiment mobiliser, diffuser, former des militants, etc., qui sont plus faciles à mettre en place. Et parce qu'on accepte le fait que le candidat va avec une idéologie, et ça peut être très divers. Vous avez bien vu, entre Bernie Sanders d'un côté et Joe Biden de l'autre, c'est pas pareil, mais on n'a pas du tout cette même culture d'une forme d'organisation très souple, très floue, dans lesquelles plusieurs idéologies ou plusieurs programmes qui sont potentiellement différents peuvent coexister. Après, l'autre point qu'il ne faut pas nier, c'est des passifs et des formes de haine récentes entre individus qui sont de moins en moins nombreux en plus. Enfin, je veux dire, les régionales, c'était l'année dernière. Vous avez vu ce qui s'est passé autour des régionales sur les alliances, l'absence d'alliance, le fait que la France insoumise a été écartée au dernier moment dans le sud, en PACA, le fait que les socialistes refusent de fusionner avec les Verts dans plusieurs régions, en Aquitaine et en Bretagne, etc. C'est des choses violentes quand même, et des passifs de haine un peu recuite pour lesquels il est difficile. Puis vous avez le mandat Hollande aussi quand même, qui a créé des fortes divisions, des formes de dire moi plus jamais je repars avec le Parti socialiste, etc. En tout cas, ça existe. Il y a des dimensions personnelles qui sont importantes. Et après, dernier point, c'est que la dynamique citoyenne que la primaire populaire a tenté de créer, et franchement, personnellement, moi, j'ai toujours regardé ça alors là, avec mon regard citoyen, avec beaucoup de bienveillance et beaucoup d'intérêt. D'autant qu'en plus, ils s'y sont pris tôt, etc. Je trouve qu'il y a toute une série de procès qui ont été faits contre la primaire populaire qui sont faux. Le premier, c'est oui, mais ça arrive trop tard. Enfin, ça fait depuis le mois de février que vous discutez de ça, donc de février 2021. Donc, ça fait quand même quelques temps qu'en gros, la logique, et qu'en fait, c'est les partis, parce qu'ils refusaient d'être clairs, etc., qu'on arrive effectivement à un moment où effectivement, c'est un peu tard de désigner le candidat en janvier, sans que le processus soit très clair et tout. Mais cela dit, pourquoi est-ce que ça arrive trop tard? Et pourquoi est-ce que finalement, ils ont attendu? C'est aussi parce que la dynamique citoyenne soutenant cette primaire populaire n'es pas à la hauteur, j'imagine, des attentes même des organisateurs. Moi, je me rappelle d'avoir lu un certain nombre de trucs de Mathilde Dimmer ou de Samuel Grybowski en mai-juin, où il disait, vous allez voir, après les régionales, on aura 2 millions de signataires. Bon. En mai-juin 2021, en juin 2021, ils avaient à peine 100 000 signataires. Et donc, en fait, ça n'a pas du tout suscité l'élan démocratique que ça aurait pu susciter. On peut le déplorer, alors même qu'ils avaient quand même une visibilité médiatique. Enfin, je veux dire, des tribunes dans Le Monde, il y en a eu pour expliquer le message. Allez, venez parrainer des candidats, etc. C'est ouvert, on va faire une logique d'union. Les citoyens ne s'en sont pas vraiment emparés. Et donc, ça fait que, effectivement, vous avez 250 000 personnes. Ouais, c'est pas mal, c'est pas non plus génial. 250 000, je veux dire, des personnes qui parrainent. Après, ça s'est remusclé à 400 000, mais même 400 000, dans le fond, il y a 400 000 personnes qui sont inscrites pour la primaire. Ça reste loin de la primaire du PS, qui était pourtant une mauvaise primaire, et encore plus de la primaire de 2011. Donc, du coup, voilà, une force de frappe. Enfin, effectivement, je pense que la notion de rapport de force est intéressante, mais ce n'était pas très musclé. C'est la dernière explication que je vois au fait qu'ils se sont permis de refuser. Alors, il y aura peut-être un droit de réponse, ou en tout cas un dialogue, parce que mais il y a un point peut-être qu'il faut un peu préciser aussi, c'est en fait, la primaire populaire, elle est partie de quelque chose qui s'appelait 2022 ou jamais. Donc, il y a quand même cette idée de l'urgence absolue, démocratique, sociale, écologique, face à laquelle on peut dépasser ces différences sur l'Europe, sur l'énergie, sur la politique internationale, etc. Mais pour autant, il y a un point qui est indépassable et que les organismes, moi, je retenais ce que tu disais, ils luttent pour leur survie comme tout organisme vivant, en fait. C'est la question du financement. Et en fait, le financement des partis a quand même un rôle à jouer là-dedans. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Oui, en gros, le financement, la manière dont les partis survivent, il y a plusieurs choses. Donc déjà, ils font campagne et ils sont remboursés sur leurs frais de campagne s'ils font plus de 5%, et ce, quelle que soit l'élection. D'ailleurs, il y a un assez gros enjeu, mais ça, vous le savez, pour les présidentielles. Et après, ils sont financés par les élections législatives, au prorata du nombre de voix qu'ils ont obtenues en tout. Je crois que c'est… Quoi ?
Ouais, ça, c'est vraiment le mode de financement qui est plutôt sain, hein, de considérer que lors de l'élection nationale, le nombre de voix qu'on obtient permet d'avoir un financement pour avoir une vie démocratique. Et du coup, là, se jouent des fortes tensions. Et d'ailleurs, un des points aussi aveugles peut-être de la primaire populaire, mais c'était sans doute une mission trop importante, mais c'était aussi de régler la question de l'accord législatif. Parce que d'une certaine manière, tant qu'il n'y a pas d'accord législatif, bon, l'accord présidentiel, c'est trop risqué en fait pour un parti de ne pas avoir de candidat sans avoir la certitude d'être quand même bien représenté pour obtenir les financements associés. Donc, pour rappel, c'est à peu près 1 euro par voix, si tant est que vous êtes présent dans plus de 50 circonscriptions, et plus de 1%. Voilà. Ce qui donne des trucs assez drôles. Je me rappelle de l'UDI, par exemple, qui justement, pouvoir remplir les conditions, notamment de la présence de la circonscription, présentait le chauffeur du député, etc., dans les différentes circos pour justement pouvoir rentrer dans les règles de financement, parce que c'est vraiment critique. Bon, pour répondre à l'ensemble des points, et en plus, ce n'est pas du tout un droit de réponse, parce que je partage beaucoup des analyses, mais il y a tellement de choses à dire. Effectivement, je pense que c'est important de rappeler que ça part en fait de loin. Ça a été caricaturé, mais ça part de loin, parce que ça part même avant ça du Rassemblement des justices, en fait, qui a commencé, franchement, dès 2019, à travailler avec les différents partis. Le socle commun, et tu as bien fait de le rappeler, en fait, c'est tout un travail entre, en gros, avril et juin de 2021, où l'ensemble des partis étaient présents à raison de 2 fois par semaine, pour définir, en fait, pas du tout un programme exhaustif, mais plus le plus petit dénominateur commun. C'est-à-dire vraiment sur quoi on peut s'entendre déjà. Et même si c'est effectivement assez restreint, je pense que si déjà on mettait en place ce qui est prévu dans le socle commun, ça irait déjà un peu mieux dans notre pays. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que, et je rejoins totalement ton analyse, il faut vraiment regarder ça d'un point de vue analyse organisationnelle. Ils ont créé en fait une espèce de prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire qu'au début, ils se sont approchés de cette chose en se disant, bon, comment je peux la maîtriser? Ils ont cru que certains ont cru qu'ils allaient pouvoir la maîtriser, mais quand ils ont en fait compris que c'était assez complexe, ils ont ensuite systématiquement martelé et répété je ne participerai pas à cette chose, je ne reconnais pas sa légitimité. D'ailleurs, on me force à être candidat alors que je ne veux pas l'être. Et en plus, c'est fait pour Taubira. Et en fait, il y a quand même un moment donné, quand vous répétez ça à longueur de journée, vous finissez effectivement par faire en sorte que Taubira gagne. C'est-à-dire que quand les électeurs ensuite se présentent à la primaire populaire, ils ont quand même envie aussi de faire sortir quelqu'un qui reconnaît la légitimité du processus et qui d'une certaine façon, va un peu le suivre. Donc ils ont en fait créé les conditions de l'échec relatif de la primaire populaire. Mon analyse personnelle, c'est qu'un début, en fait. C'est vraiment une tentative pour essayer justement de chambouler un peu ce paysage politique à gauche qui, honnêtement, est apocalyptique. C'est-à-dire qu'on a ces logiques partisanes et organisationnelles qui sont en train de nous pousser, en fait, vraiment dans le précipice et dans, encore une fois, une mandature 5 ans supplémentaires d'actions beaucoup trop faibles sur les questions écologiques et sociales. Et évidemment, ensuite, sur les réformes institutionnelles nécessaires pour y répondre. Donc, si on fait le lien avec, et là c'est vraiment une analyse très personnelle, ça n'engage que moi, avec ces questions de financement, je pense que c'est vraiment la clé en fait. C'est-à-dire que si vous voulez faire en sorte que ça bouge en France, dans le paysage politique, il faut que vous ayez une organisation qui vous permette d'irriguer l'ensemble du territoire. Pour ça, il vous faut beaucoup d'argent en fait. Et quand je dis beaucoup d'argent, c'est ce qu'a levé la primaire populaire, c'est déjà historique, mais en fait c'est faible. C'était à peu près au total 700 000 € sur l'ensemble. Mais beaucoup a été siphonné pour le processus de vote, la sécurisation, etc. Et certains éléments très spécifiques. Mais il vous faut des cadres. Vous ne pouvez pas fonctionner qu'avec des bénévoles. Il faut beaucoup de monde et il vous faut une représentation qui est vraiment nationale sur l'ensemble du territoire. Il faut que vous puissiez faire en fait en sorte que des militants soient présents physiquement sur l'ensemble du territoire. Et ça a un coût. Et aujourd'hui, en fait, vous avez, avec les règles du fonctionnement de la vie politique en France, essentiellement 2 façons de le faire, avec une exception. Soit vous êtes un parti politique déjà existant et vous fonctionnez avec la rente, en fait. Et donc, vous battez systématiquement pour préserver cette rente
qui sont les législatives, en fait. Les remboursements des campagnes permettent d'exister politiquement, médiatiquement, mais dans le but ensuite d'exister pour les législatives, parce que c'est là que vous chopez vos financements. Et c'est avant tout le facteur bloquant d'unification aujourd'hui des partis politiques, c'est vraiment cet accord sur les législatives qui se fera peut-être dans la douleur, mais c'est vraiment là que ça se joue. Sinon, vous faites autre chose pour casser un peu cet oligopole, c'est que vous créez un nouveau parti politique. Mais dans ce cas-là, il faut que vous soyez survitaminé par des énormes dons. Et donc, en fait, vous êtes financé par les plus riches de France. C'est ce qu'a fait En Marche. Donc là, pour le coup, c'est vrai parce que du coup, sur en fait 2 années calendaires, une phase électorale, si vous avez beaucoup de gens qui sont capables de vous faire en fait des chèques de 7 500 €, qui est en fait le maximum que vous pouvez donner en tant que personne, et en plus, vous êtes capable de mobiliser toute votre famille, donc ça fait plusieurs personnes dans la même famille qui donnent 2 fois 7 500 €. Ce qui s'est passé en fait dans le cadre d'En Marche, c'est comme ça qu'ils ont en fait survitaminé leur start-up politique. C'est possible, mais du coup, vous faites une politique pour ces gens-là. Et pour le coup, moi, je peux vous faire une confidence, c'est que je me suis retrouvé un peu forcé, mais curieux, à un des premiers dîners de fundraising d'En Marche. Donc, c'était en fin 2015. Et donc, c'est dans un appartement très cossu, avenue de Breteuil, etc., pas très loin d'ici, avec des gens, évidemment, qui je pense, avaient du patrimoine qui, du coup, je pense, se mobiliseraient pas mal si jamais on changeait les règles de succession, etc. Mais et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après la présentation extrêmement brillante d'Emmanuel Macron, parce qu'il faut lui reconnaître vraiment ça, il n'y a aucun sujet là-dessus, extrêmement brillant, et encore une fois, extrêmement nuancé dans sa présentation, c'était vraiment l'apogée du en même temps, de la pensée complexe. Toutes les questions à 75% portées sur l'ISF, les taxes trop élevées, etc. Donc après, il ne faut pas s'étonner en fait de la priorisation qui est faite dans l'action politique une fois élu. Donc ça, c'est la deuxième branche. Vous faites un parti financé par les riches. C'est possible. Ça n'enlève pas le flair extraordinaire aussi de lancer ça à ce moment-là avec des partis qui par ailleurs sont fragilisés, un PS qui a déçu, etc. Mais quand même, c'est important. Et après, il y a une troisième voie, parce qu'il ne faut pas l'enlever non plus, c'est l'exception. C'est quand même ce qu'a réussi à faire LFI. Et il ne faut pas leur enlever ça. C'est-à-dire qu'ils ont quand même réussi, et ils y parviennent encore aujourd'hui, même si maintenant ils ont des financements qui sont aussi positionnés sur les législatives, à avoir un financement de masse, quoi. Mais c'est une construction qui a été lente, progressive, appuyée sur des partis qui ont beaucoup soutenu au départ, mais il ne faut pas leur enlever. Mais je pense que c'est vraiment une exception. Et donc, ma conclusion, très personnelle, c'est que dans le jeu politique actuel, post-primaire populaire, et donc et je pense post-apocalypse 2022, là, le seul moyen de faire exister un vrai courant de masse qui vient bousculer tout ça, c'est de faire un putsch sur un parti existant. C'est qu'il faut utiliser en fait des coquilles déjà existantes qui sont branchées sur les financements publics, et qu'il ensuite faut dépasser avec une arrivée en fait massive de militants d'un coup. Ça a été le cas en fait dans d'autres pays, hein, il y a des exemples. Et donc là, si vous regardez, mais je pense que Simon connaît ça mieux que moi, mais vous regardez les statuts un peu des différents partis, il y en a qui s'en méfient. Donc le PS, par exemple, en fait, il faut 2 ans d'ancienneté pour voter au Congrès. Donc ils ont mis quand même une protection. ELV, c'est 4 mois. Donc là, c'est plus jouable. Et ainsi de suite. Et après, vous pouvez aussi, juste avec une arrivée massive, provoquer aussi un changement des statuts. Donc c'est une des voies possibles, parce que je pense que sinon, et moi, pour m'y être confronté avec justement ECHO, le lobby citoyen que j'ai créé, on l'a arrêté pas parce que ça ne marchait pas, mais parce qu'en fait, il n'y a pas de financement public pour l'action politique en France, hormis les règles en fait de financement des partis. Et donc, il y a une espèce de mythe qui dirait oui, mais on peut vivre des petits dons, etc. Mais en fait, il y a à peu près 1% des gens qui vous suivent activement qui donnent. Et donc, si vous voulez avoir une équipe, des cadres, des gens compétents, etc., on monte tout de suite dans des budgets qui sont en plusieurs centaines de milliers d'euros en annuel, voire au-dessus du million. Et donc, je vous laisse imaginer combien de dons à 5 € il faut, sachant qu'il y a 1% des gens qui donnent. Donc, il faut être capable en fait, d'avoir une communauté très active de plusieurs millions de personnes pour pouvoir vivre de ça. Et vous ne passez pas de l'idée, la création, à ça, en fait, du jour au lendemain. Ce n'est pas vrai.
Ouais. Merci. C'est vrai qu'on avait imaginé une conférence sur le financement des partis parce que c'est vraiment un nerf de la guerre. Donc, on comprend bien que si on veut renouveler les règles du jeu, ça passera aussi par cette question-là. Mais pour revenir à la question qui a besoin de qui entre les mouvements citoyens, les partis, peut-être, Simon, comment tu analyses la manière dont ces initiatives, la primaire populaire, mais les autres, hein, peuvent nourrir les partis et les dynamiques euh, partisanes, mais je pense par exemple aussi très concrètement à un certain nombre d'élections. Aux dernières municipales, on a vu fleurir des listes citoyennes mixtes avec des partis qui derrière assuraient la partie financement, hein, très clairement. Donc comment finalement ces initiatives viennent aussi bousculer, renouveler les partis, et peut-être pas que à gauche d'ailleurs, parce que je pense que c'est bien plus large que ça. Ouais. Alors, déjà, ce qu'il faut voir, et enfin, moi, je suis assez ravi de dire, d'entendre qu'il faut faire un putsch dans les partis, parce que je pense que c'est exactement ce qu'il faut faire. Il faut s'investir dans les partis qui existent. Toutes les tentatives de créer des nouvelles organisations partisanes ont abouti à, franchement, il y en a eu, hein, Génération, Place Publique, etc., qui se voulaient des nouvelles organisations permettant cette union de la gauche, etc., ne font que créer des nouvelles organisations qui sont très faibles, ils ne deviennent jamais fortes, mais qui veulent quand même survivre. En Génération, en l'occurrence, c'est moins vrai, parce que là, ils ont commencé à... Enfin, c'est de plus en plus clair qu'ils vont faire avec ELV presque systématiquement, etc. Donc, il me semble que voilà, un des grands problèmes de la démocratie française, c'est pas vrai que pour la démocratie française, mais en France, c'est particulièrement marqué, parce que vous avez eu ce qui s'appelle la charte d'Amiens au début du XXe siècle, qui fait que les syndicats, donc ce qui à l'époque était la société civile, maintenant ça s'est diversifié, il y a des ONG, mais en gros, la société civile a décidé de couper les liens avec les partis politiques. Ce n'était pas le cas dans d'autres démocraties. En Allemagne, en Angleterre, etc., vous avez un lien très fort avec les syndicats et partis travaillistes, partis sociaux-démocrates, etc. Ils considéraient que c'était une bataille en fait, sur deux pieds, un dans le mouvement social, une dans le parti. Et quand on était membre du syndicat, on était aussi membre du parti et réciproquement. Et en France, il y a eu la décision de séparer ces deux activités qui font qu'aujourd'hui, vous avez toute une série d'organisations, tu l'as bien décrit avec la tienne, qui ont comme posture de ne pas prendre position partisane, donc qu'on qualifie de apartisane. Ce qui en même temps est compréhensible, mais qui, d'une certaine manière, on se dit à quoi ça sert. Deux exemples d'initiatives, je crois, d'initiatives qui sont pourtant puissantes, inscrites dans la société, qui d'ailleurs sont même plus larges que le spectre d'organisation autour de la primaire populaire, c'est le pacte du pouvoir de vivre et Plus jamais ça, qui sont deux espèces de collectifs interorganisationnels où vous aviez à la fois des syndicats, des assos écolos, des assos de solidarité, etc. L'une un peu plus modérée, l'autre un peu plus radicale, mais d'ailleurs, il y avait même des organisations qui étaient dans les deux et qui, dans le fond, ont fait tout un travail de réflexion programmatique, etc. Mais où en fait, on n'en a plus entendu parler. Là, ils ont encore sorti, on en entend un peu parler, mais le fait d'avoir pas de lien direct avec les partis, peut-être parce que leurs militants non plus sont pas assez investis dans les partis, etc., font que ces initiatives-là ne trouvent pas beaucoup de débouchés. Alors, ayant dit ça, je ne suis pas en train de dire il faut que Greenpeace et je sais pas moi, n'importe quelle organisation, Oxfam, etc., décident voilà, nous on soutient tel parti. C'est beaucoup plus compliqué que ça va prendre du temps. Mais en tout cas, et ça prendra du temps, mais en tout cas, je pense qu'il faut qu'il y ait une réflexion sur le fait que l'appartenance à un parti, le fait de militer à un parti, n'est pas du tout incompatible avec une activité de type société civile. Et au contraire, de ne pas avoir une distinction des tâches. Parce que le fait que chez les Verts, par exemple, aujourd'hui, qui est quand même un parti qu'on peut considérer comme, enfin, ne serait-ce que parce que pour son idéologie, puis pour les victoires qu'ils ont pu obtenir dans certaines villes, etc., est important dans cette vie politique, mais il y a moins d'adhérents qu'à la Fédération française de course d'orientation. D'accord ? Il y a moins d'adhérents qu'à la Fédération française de course d'orientation, qui est un sport tout à fait noble et tout à fait appréciable. Hein. Je ne suis certainement pas là pour dénigrer la course d'orientation, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée de l'étiolement de la base sociale de ces partis politiques-là. Pour préparer la conférence, là, il y avait une des questions, je ne sais pas si tu avais prévu de me la poser, mais comme ça, j'y réponds maintenant, c'était sur quels sont les exemples passés. Quels sont les exemples passés ? Exemple passé, donc programme commun. Programme commun, c'est un excellent exemple passé, qui est un travail de longue haleine. Hein, ça commence en 72, quand Mitterrand décide et le PSC est d'accord, de créer un programme commun de gouvernement
qui est publié en 72, bon, qui va avoir des hauts et des bas, mais qui est clairement à l'origine de la victoire de Mitterrand en 81. À l'époque, le Parti communiste français, c'était 500 000 adhérents. D'accord ? 500 000 adhérents. Là, le PS, 22 000. Vous voyez les ordres de grandeur, on est à plus de 20 fois moins. Et le PC, n'en parlons même pas. Ça doit être de cet ordre-là, quelques dizaines de milliers. Donc, du coup, vous avez vraiment ce problème. Et encore une fois, les partis sont là pour rester. Parce qu'on peut avoir le souhait de transformer nos régimes pour qu'ils soient moins basés sur la démocratie représentative. Ça, je suis tout à fait d'accord. Toutes les logiques de type convention citoyenne, donc de prise de décision citoyenne par des tirages au sort, ces logiques-là, elles sont importantes. Elles sont d'ailleurs très dynamiques sur les territoires, dans les villes. Mais là, c'est parce que dans les villes, les partis sont tellement faibles qu'ils ne peuvent pas. Ils n'ont même pas la capacité d'avoir des listes. Donc, ils sont obligés de s'appuyer sur ces initiatives citoyennes. Au niveau national, quand même, ils sont suffisamment nombreux pour avoir un candidat à la présidentielle. Mais du coup, avec un noyau si faible de militants, eh ben, vous ne diffusez pas dans la société et vous avez vraiment cette déconnexion, sachant que, encore une fois, les institutions représentatives, le fait de désigner des représentants, ça passe par le canot des partis. Parce qu'en fait, les partis, c'est ce qui simplifie le message, ce qui permet de s'organiser, ce qui permet de faire campagne, de décrire un programme, etc. Et donc, pour moi, une des solutions, et donc c'est pour ça, l'idée de faire un putsch, c'est même pas un putsch, c'est juste, pour moi, c'est même pas un putsch en l'occurrence, hein, c'est juste investir des organisations qui ne demandent qu'à avoir plus de monde. Il y en aura peut-être qui grinceront un peu des dents, etc. Mais je suis même pas si sûr. Je pense que les Verts adoreraient se faire déborder par des gens bien fondés. Et d'ailleurs, c'est un des trucs qui m'a rendu le plus triste, moi, dans toute cette séquence primaire populaire, c'est quand on voit le nom des personnes qui étaient derrière cette primaire populaire, leur crédibilité, leur renommée sur les terrains sociaux, écologiques, quand on pense à des Cyril Dion, à des Dominique Méda, à des Mathilde Himmer, à des Samuel Grybowski, etc., qui sont en fait les noms un peu rêvés pour un parti. Enfin, tu as envie d'avoir ces gens-là autour de toi, etc. Et en fait, cette dynamique a mené à des espèces d'accusations. Vous faites le jeu de Taubira, vous faites de la politique comme les autres, etc. Ce qui n'est pas du tout le cas. Et donc, voilà, je pense qu'il faut investir les partis en général. Non, mais je pense que tu as totalement raison. En fait, si on avait fait un film de tout ça, ça aurait pu s'appeler La revanche des partis. C'est-à-dire que en fait, ce qu'on a vécu comme séquence, et la grande erreur, je pense, dans les calculs de la primaire populaire, c'est de voir qu'effectivement, au niveau local, il y a eu toutes ces listes en fait, citoyennes qui ont remporté des succès impressionnants, à Poitiers évidemment, mais dans plein de villes sur les territoires et de tailles différentes. Mais en fait, au niveau national, ils n'ont absolument pas dit leur dernier mot. Et pour des raisons qu'on a dit de financement, etc. Et donc, on ne peut pas faire sans eux. Et ils ont réussi à imposer ça. C'est un tour de force. C'est bien ou c'est pas bien, mais maintenant, il faut composer avec. Et si on veut véritablement changer la donne et prendre le pouvoir, ils seront incontournables. Et je pense que c'est ça la plus grande leçon. Donc maintenant, il faut préparer la suite en ayant ça en tête. Et alors, peut-être une dernière question avant de passer aux questions de la salle. Est-ce qu'à l'inverse, du coup, si ces mouvements citoyens rentrent dans les partis, mais même aujourd'hui, hein, par l'extérieur, la pression extérieure qu'ils font, est-ce que toi qui les observes d'un point de vue scientifique, est-ce que ça change les pratiques aujourd'hui des partis même, cette logique de participation, de co-construction, etc. Est-ce qu'il y a une pression? Et encore une fois, pas que à gauche, hein, je pense que ces mouvements, ils traversent l'ensemble de la société, peut-être plus à certains endroits que d'autres, mais est-ce qu'il y a cette modification du fonctionnement même à l'interne, quoi? Le problème, c'est que le problème des partis, c'est que comme ils ont une assez faible crédibilité, ça fait partie des institutions les plus rejetées. Quand vous demandez aux Français dans les sondages, est-ce que vous faites confiance à la police, à l'hôpital, aux syndicats et aux partis politiques, les partis politiques, ils arrivent parmi les derniers. Donc, le problème, c'est que quand ils enclenchent à leur initiative des dynamiques citoyennes, personne n'y va. Qui a envie d'aller discuter avec, je ne sais pas moi, EELV Bourg-les-Valences pour donner son avis sur le programme? Trois Pelé de Tondu, le fils de la secrétaire la secrétaire du parti au niveau local, mais pas grand-chose d'autre, quoi. Donc, d'un point de vue partisan, organisationnel, non. Après, je pense que quand même, dans ces partis-là, et on le voit parce que quand on regarde, par exemple, quelles sont les collectivités qui organisent le plus de concertations citoyennes un peu sérieuses sur le modèle des conventions, etc., c'est plutôt
c'est parti de cet espace politique-là, beaucoup plus que la droite. La droite, il y en a à droite, mais moins. Ils aiment moins la démocratie participative, même la démocratie directe, etc. Donc, du coup, ils sont prêts à ça. Mais pour moi, c'est deux logiques un peu différentes. Parce que, quand même, les élections, c'est un truc de représentation. Donc, c'est la démocratie représentative. Donc, ça veut dire qu'il faut des organisations, il faut rédiger un programme. Ça peut être fait de manière collective. Il faut désigner des représentants. Donc, il y a toujours un espèce d'enjeu de représentation, de faire un choix entre l'ensemble des militants pour savoir, et des militantes pour savoir laquelle ou lequel va représenter laquelle ou lequel va être sur la liste, à quelle hauteur, etc. C'est des enjeux qui deviennent très vite conflictuels, qui sont effectivement pas très intéressants, franchement, pour toute une série de citoyens qui ont envie de parler de fond, d'enjeux, etc. Or, il faut parler de tambouille électorale, c'est la vie. Enfin, je veux dire, c'est comme ça. On fait des choix, on désigne, on écarte, etc. Et c'est pour ça que c'est pas très attractif aussi. Ça, c'est un vrai problème. Le problème, mais à l'inverse, pour moi, il y aurait un risque à se transformer en des organisations uniquement sur le fond, etc., qui cachent des formes de sélection et de désignation par des procédures très obscures qui sont le fait du prince, le fait du chef, etc. Et pour moi, la France insoumise, c'est un peu ça. Et c'est un peu, un des risques qui est qu'effectivement, la dynamique de construction programmatique, elle est très… puis moi, ce que j'aime beaucoup dans l'avenir en commun, ce programme-là, c'est qu'il y a un côté de sérieux, parce ils l'ont fait en 2017 de manière très ouverte, et ils le gardent pour 2022 en l'amendant, hein, évidemment, en modifiant certains points et tout, mais un peu comme le programme commun dont je parlais, en disant, attendez, on a fait un gros travail collectif, on ne va pas essayer de réinventer la poudre chaque année, etc. On construit sur ce qui a été fait collectivement, etc. Après, la question, c'est dans les désignations, dans les choix stratégiques, etc., qui sont un peu le cœur de la démocratie représentative, là, c'est beaucoup moins démocratique. Ah non, mais pour rebondir là-dessus, ce que j'avais fait, j'ai participé à une conférence, du coup, j'avais étudié un peu les statuts des différents partis. Et vraiment, celui de la France Insoumise, allez le consulter, parce qu'en fait, c'est 3 pages. C'est-à-dire que c'est l'équivalent de statut d'une association de fans de Shakira. Il n'y a aucune garantie statutaire. C'est hyper inquiétant, honnêtement. C'est-à-dire que c'est une organisation où l'informel, en fait, prend toute la place. Et ça, franchement, c'est pour moi là où il y a le moins de crédibilité ensuite sur les engagements démocratiques dans le programme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut quand même un minimum de cohérence entre son fonctionnement interne et ensuite ce qu'on revendique appliquer une fois qu'on arrivera au pouvoir. Et ça, pour le coup, c'est un élément très inquiétant. Après, il y a d'autres partis qui ont eu beaucoup d'ambition là-dessus. Et si vous regardez les statuts première version d'En Marche, par exemple, il y avait beaucoup de choses dedans. Il y avait des panels avec du tirage au sort. Enfin, c'était des statuts, pour le coup, très élaborés. Donc, à l'inverse, mais qui, dans la réalité, en fait, n'ont pas été véritablement respectés. D'ailleurs, ils ont fait l'objet d'une modification et ils sont revenus à des choses beaucoup plus classiques. Merci. On va ouvrir les questions à la salle pour environ 40-45 minutes. Voilà. Donc, il y a déjà une question au fond de Jérôme. Vas-y, c'est toi. Je serais intéressé d'entendre votre analyse de ce qui s'est passé à Toulouse avec la liste Archipel, qui a été une liste au départ, une initiative citoyenne, et puis qui a dû s'allier avec les partis pour y arriver, sinon ce n'était pas possible. Et du coup, là, il y a eu un choc assez frontal et dur, quoi, qui a été très, très durement ressenti par pas mal de militants, et puis qui s'est terminé en jus de boudin avec des logiques de candidats qui veulent s'imposer et puis qui du coup se retirent et font perdre la liste, quoi. Voilà, il y a un jeu entre les citoyennes et partis qui est quand même assez compliqué dans l'affaire. Je prends ça rapidement parce que c'est vrai qu'on a beaucoup suivi puisqu'on avait une initiative, Démocratie ouverte, qui accompagnait l'ensemble des listes citoyennes et participatives sur le territoire. Et il y a eu un peu les mêmes enjeux à Montpellier aussi. En fait, si on revient, et c'est pour ça que j'ai insisté là-dessus, j'étais ravi que Simon en parle, il faut toujours prendre la chose en se disant quel est le fonctionnement interne de l'organisation, mais aussi qu'est-ce qui se passe à l'extérieur et quelle est l'influence en fait, des règles du jeu extérieures sur l'organisation en interne. Et en fait, ce qui s'est passé avec les listes participatives et citoyennes, c'est que la façon dont sont structurées les élections et les partis politiques sont venus en fait
s'entrechoquer frontalement avec les nouvelles formes d'organisation des listes participatives et citoyennes. Et comme l'a décrit Simon juste avant, le problème qu'on a, c'est qu'avec la déliquescence des partis politiques et en fait le repli sur des militants qui sont essentiellement attirés par... en fait, quand vous recrutez plus massivement, vous vous retrouvez qu'avec des gens qui y vont essentiellement pour pouvoir être sur une liste et obtenir un poste ou quelque chose. C'est-à-dire que vous n'êtes plus dans une espèce de pondération de la masse où, dans le gros, vous avez des gens qui sont là parce qu'ils sont intéressés par les débats de fond, par l'intérêt général de manière générale, et certaines personnes qui ont envie d'aller chercher un mandat électif. Et là, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que, notamment au niveau local, ne reste dans les partis politiques que des gens qui viennent soit chercher des renouvellements de mandats, soit qui viennent juste en primo justement candidat pour aller en chercher un. Et donc, quand vous avez une liste participative et citoyenne qui a réussi à rassembler des gens qui venaient là parce qu'ils sont mobilisés avant tout par le sentiment justement d'urgence sociale, écologique, etc., et que vous vous retrouvez ensuite dans des logiques où vous devez vous allier avec des gens qui sont des professionnels en fait de ça, vous vous faites croquer tout cru, quoi. Et c'est ce qui s'est passé dans beaucoup de villes. Et donc, la réalité, c'est que je pense qu'il y a un besoin, et je ne sais pas encore qui va pouvoir faire ça, etc. Mais je pense que nous, on n'a pas... Là où le bas blesse, c'est qu'il y a des besoins de formation des militants beaucoup plus fortes sur ces questions-là. Comment on fait face à ça d'un côté, et ce qui manque aussi de l'autre, et qui fait qu'il y a une absence de lien dans les forces dites progressistes au sens large de gauche, qui est aussi comment on construit un socle commun et une vision commune sur les questions économiques et sociales. En fait. Pour moi, c'est les deux choses qui manquent en termes de formation pour pouvoir assurer un succès aux listes participatives et citoyennes renouvelées ou avec les partis. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Ouais, après, moi, juste pour rajouter, je n'ai pas suivi de près la phase qui précédait l'élection municipale de Toulouse. Ce que j'ai suivi, par contre, c'est le fait que si j'avais dû, à l'issue du premier tour, donner un gagnant écolo citoyen au municipal, j'aurais donné Toulouse comme premier candidat, et que c'est la ville qui n'a pas basculé écolo, alors qu'il y en avait plein d'autres où c'était quand même beaucoup plus délicat de considérer qu'ils pouvaient gagner. Enfin, je veux dire, vous avez eu, je sais pas, une dizaine de victoires dans les grandes villes de France, pas Toulouse, alors qu'ils sortaient relativement haut, etc. Et là, d'ailleurs, ça s'explique, enfin, moi, une des raisons, alors peut-être des logiques internes d'absence de mobilisation liée aux difficultés dans la constitution de la liste, mais aussi parce que la planche a été savonnée par le PS, là, pour le coup, assez nettement. Où en gros, le PS a refusé de jouer collectif. Il n'y avait pas de liste d'union totale. Il y avait une liste, Nadia Pelfig, c'est ça, la candidate, et qui a attendu avant d'offrir son soutien. Je me souviens que Delga a fait une déclaration pour la LGV 3 jours avant le deuxième tour. Enfin, donc, alors, on sait très bien que les écolos et les citoyens, j'imagine, je ne sais pas si c'était un enjeu qui divisait, mais je crois qu'il y avait quand même une opposition à la LGV, à la ligne à grande vitesse. Donc là c'est aussi du jeu politique assez bête et méchant. Et puis, un sortant qui a fait aucune erreur, qui a réussi à être uni dès le premier tour. Il y a aussi des raisons électorales classiques. Quand vous avez un Moudin qui fait le propre, il n'y a aucune dissidence à droite, il sort suffisamment haut, etc. Ça explique un peu ce maintien-là. Donc voilà, aussi des logiques indépendamment de la dynamique. Parce que si vous voulez, il y a aussi des endroits, j'imagine, où ça s'est mal passé. Mais c'est vrai que Toulouse et Montpellier, qui étaient quand même des bons candidats pour passer écolo-citoyen, entre guillemets, c'est les deux endroits où ça ne s'est pas passé pour aussi effectivement des conflits internes et la difficulté de ménager tout le monde et de faire que tout le monde travaille en bonne intelligence. Cette question de l'équilibre, elle est importante, je pense, parce que pour le coup, quand tu parles de besoin de l'un de l'autre, en fait, les militants des partis ont quand même l'expérience notamment de ce que c'est que de mener une campagne. Et c'est vrai que dans les municipales, on a beaucoup vu les listes citoyennes aller chercher les partis pour dire nous, en fait, on ne s'est pas tracté, on ne sait pas aller faire du porte-à-porte, on n'a jamais fait ça, et donc on a besoin de vous. Et c'est là où l'équilibre, il est important. Alors, il y a un certain nombre de questions dans la salle, et il y en a en ligne aussi. Oui. Peut-être qu'on peut prendre plusieurs questions, et comme ça, Donc, moi, j'avais une question en 2 temps qui est sur la primaire des Républicains, qui semble quand même avoir permis de dégager un candidat et de faire évoluer les programmes à l'interne. Et par ailleurs, quand on parle d'organisation citoyenne, je ne sais pas si c'est comme ça que vous allez la qualifier, enfin, la Manif pour tous a réussi à faire
évoluer les programmes de la droite républicaine. Donc, comment analysez-vous ça? Moi, c'était plus un constat par rapport à ce qu'a essayé de faire quand même La République En Marche en 2016 et 2017, c'était d'ouvrir à des appels à candidature au moins à plus d'une centaine de candidats qui postulaient, et on a vu entrer des gens qui n'avaient aucune expérience finalement de la société civile, de tout horizon, agriculteurs, personnel médical, etc. Et finalement, 5 ans plus tard, on s'aperçoit en entendant les médias, peut-être pas encore ces députés, qu'ils ont été un peu broyés par le système et qui ne se représenteraient pas, avant même que le président Macron annonce sa candidature, la plupart de ces nouveaux députés ne se représenteront pas par toute la violence finalement ou le constat amer qu'ils en font. Donc je voulais savoir si Simon, de son côté, ira voir ces députés et de collecter un petit peu leur témoignage aussi finalement. Et c'est un peu, ça me fait écho à ce que vous essayez, vous tentez de faire aujourd'hui. Voilà, donc c'est finalement quel recul on peut avoir aussi de cette expérience qui nous semblait oxygénée et musclée finalement par la société civile, un nouveau parti. Oui, une question de Marie-Claire Loisil de Loire-Atlantique. Alors, c'est plus pour Quentin. Démocratie ouverte s'intéresse aujourd'hui aux partis de gauche. S'intéresse-t-elle aussi des partis de droite? Autrement dit, à politique ou à politique de gauche? Merci beaucoup pour cet échange, c'est super intéressant. Moi, j'aimerais bien que vous reveniez un petit peu sur la question de comment les citoyens peuvent entrer dans les partis. J'avoue que je suis très sceptique. Si on n'y va pas, c'est parce qu'on n'a pas envie, en fait. Ces structures-là, elles sont plus attirantes, elles semblent dépassées. On n'a pas envie d'entrer dans ces logiques-là. Et c'est vrai au niveau des partis, c'est vrai au niveau des associations aussi. On voit plein d'associations anciennes qui n'attirent plus et par contre une création hyper forte de nouvelles associations. Et du coup, donc l'idée qu'on va aller adhérer à des partis, moi, j'y crois vraiment pas. La question du putsch, je m'intrigue plus. Je me demande un peu, voilà, qu'est-ce que. Mais du coup, ça m'intéresserait que vous reveniez un peu sur cette question-là pour approfondir un peu comment est-ce que ça serait possible et comment est-ce que ça peut durer dans le temps pour que, si jamais on intègre les partis, comment est-ce qu'on se fait pas reprendre par tous les travers et tous les côtés que justement on dénonce et comment est-ce que la structure est pas plus forte en fait que la régénération, quoi. Et ça vaut pour toutes les réponses. De toute façon, tout ce qu'on avance là, il faut le faire avec énormément d'humilité parce que si on en est là où on en est aujourd'hui, c'est qu'il y a des forces extrêmement puissantes en présence qui créent la situation de fait qui nous frustre tous. Donc effectivement, de toute façon, personne n'a la bonne solution, le miracle. Sinon, je pense qu'on l'aurait déjà fait. Et il y a beaucoup qui ont tenté avant nous et qui ont échoué. Donc, il faut avancer avec beaucoup d'humilité. Peut-être juste sur la question de la plus facile, enfin même si c'était assez drôle, on n'est pas apolitique, hein. Encore une fois, c'est très politique ce qu'on fait, mais on est apartisan et on travaille avec l'ensemble des partis politiques. On n'a pas eu l'occasion, mais de toute façon, on n'irait pas trop travailler évidemment avec le FN. On n'a pas eu l'occasion de se poser la question de toute façon, mais on travaille avec des collectivités de droite, bien évidemment, quand elles ont envie de trouver des solutions pour impliquer le citoyen. Malheureusement, statistiquement, on ne trouve pas beaucoup de formations à droite qui s'intéressent à ça, je pense, parce qu'il y a quand même encore une très grande force du légitimisme dans les formations politiques de droite et que la question de la participation n'est pas encore beaucoup à la mode. Et puis, franchement, pour avoir porté la Convention citoyenne et notamment m'être aussi chargé de la relation avec les parlementaires, etc., c'était d'une violence les remarques des parlementaires, des groupes de droite par rapport à la Convention citoyenne et notamment en fait le refus d'avoir, la notion même que des citoyens lambda puissent traiter de sujets complexes, etc., et puissent en fait prendre une petite portion de leur pouvoir à un moment donné pour évidemment leur restituer ensuite, leur était insupportable. Insupportable.
enfin, ne leur reconnaissait aucune légitimité. Donc, il y a quand même, on bute un peu sur ce problème-là. Et juste pour vous donner une petite anecdote un peu marrante, ou enfin plutôt triste, mais c'est que quand on négociait la mise en place de cette convention citoyenne, dans un dialogue avec Matignon et avec le plus haut niveau de Matignon et avec un ancien Premier ministre qui se fait passer pour quelqu'un de très sympathique, on demandait à ce que dans la composition des 150 membres, il y ait à la fois des citoyens, mais aussi des élus, pour assurer justement ensuite la bonne intégration de ce processus dans les institutions classiques. Et comme réponse, on a eu le droit à « on ne mélange pas les torchons et les serviettes ». Voilà. Donc, c'est juste... Alors, je vous laisse deviner qui est qui. Voilà, donc c'est juste pour vous dire qu'il y a ces éléments qui sont à prendre en compte sur cette question Internet. Pour rester justement peut-être dans cette sphère politique-là, ton regard sur la primaire de droite et la question autour de la manif pour tous, comment ça a pu faire évoluer les programmes? Oui, enfin, la manif pour tous, de toute façon, un mouvement social puissant va avoir une influence sur l'espace politique. Comment dirais-je, la manif pour tous, c'était clair que c'était une manif de droite. Donc, à partir de là, forcément, la droite doit réagir. De même que le mouvement climat, par exemple, les marches pour le climat, vous n'auriez pas du tout eu la même campagne des municipales en 2020 si vous n'aviez pas eu les mouvements climat avant. Donc, en gros, des mobilisations relativement puissantes vont quand même avoir une influence sur les organisations auxquelles elles s'adressent, même d'ailleurs parfois transpartisanes. Et après, sur la primaire en elle-même des Républicains, moi, je pense qu'il faut un peu patienter. C'est-à-dire que oui, ça a permis de clarifier, de se doter d'une candidate. Est-ce que ça a vraiment uni la famille des Républicains? J'en suis moins sûr. Est-ce que vous n'allez pas avoir, au fil de la campagne qui vient, des défections d'un côté vers Zemmour, de l'autre vers Macron? Ça, franchement, je me garderais bien de faire la moindre prédiction. J'aurais plutôt tendance à penser que, à mon avis, je ne suis pas du tout sûr que Valérie Pécresse garde toutes ses troupes autour d'elle si clairement que ça. Et ça, c'est quand même le problème, et je dirais presque indépendamment du mode de scrutin. Bon, j'aurais tendance à dire que le mode de scrutin qui a été utilisé pour la primaire populaire, qui était le mode de scrutin par jugement majoritaire, bon, il est plus consensuel. Là, par contre, lors de la primaire des Républicains, il n'était pas du tout consensuel. Vous avez vraiment eu une partition en 4 blocs, comme dans la primaire écolo d'ailleurs. Et du coup, je ne suis pas sûr que ça ait créé beaucoup d'élan qui va durer. Mais en tout cas, j'ai aucun élément qui me permet de le dire. Plutôt même pas l'inverse, parce que bon, ça clarifie, mais je suis incertain. Juste sur l'ouverture, l'exemple de la LREM qui est allée chercher des... Ouais. Juste dire un truc. Il ne faut quand même pas nier que ça a été un mouvement social puissant. Franchement, moi, j'étais hyper impressionné par la mobilisation dans la rue et que rien que ça, je veux dire, ça impose le respect parce qu'aujourd'hui, c'est tellement difficile de faire vraiment descendre les gens dans la rue alors que c'est un élément juste essentiel de la chose politique. Et je pense que le traitement qui en a été fait a été vraiment insupportable, que ce soit par le gouvernement en place, qui a vraiment, je pense, démocratiquement, ça a été une période, je trouve, très discutable par rapport au mouvement qu'il y avait dans la rue. Et je pense que la place qui a été laissée à ces revendications, on pourra vraiment l'analyser. Je pense que c'était pas mérité et ça a été caricaturé à outrance. Et il y a eu des propos quand même de certains ministres à l'époque qui n'ont pas aidé. Sur la primaire de droite, totalement d'accord avec ton analyse. Il ne faut pas oublier que il y a des choses qui sont discutables même dans le scrutin. Hein. Il y a eu de la triche avérée avec des techniques utilisées par Valérie Pécresse qui sont douteuses, en mobilisant certaines communautés asiatiques notamment. Ça, je vous renverrai, ça a été bien documenté. Et ça s'est joué à très peu de voix. Hein, et notamment, Barnier a été privé du second tour. Je pense qu'il aurait pu avoir un contentieux, mais je pense que l'élégance de Barnier a fait qu'il a préféré ne rien faire. Mais ça, je veux dire, voilà. Donc moi, je suis totalement d'accord. Je pense que c'est une alliance de façade qui est fragile, et notamment si ça bouge pas dans les sondages. Là, vous laissez encore quelques semaines, je pense qu'on verra des défections et ça donne un attelage qui est quand même assez incongru, parce que vous avez quand même dans les nominations, à force de vouloir absolument montrer que tout le monde est là, vous vous retrouvez avec Nadine Morano qui est responsable des questions des affaires étrangères. Avec tout le respect que je lui dois, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment un domaine qu'elle maîtrise parfaitement.
Je voulais répondre à la question sur LREM et effectivement ces candidats de la société civile, donc ces députés de la société civile, pour dire 2 choses. La première, c'est que ça a été la procédure, on va dire, démocratique, elle avait un intérêt qui était effectivement de renouveler le personnel politique, de faire apparaître des nouvelles têtes, etc., des gens qui n'avaient pas d'expérience politique. Mais la manière dont ça a été fait, c'était très finalement pyramidal. C'était comme un chef d'entreprise sélectionne ses collaborateurs. Il y avait une logique de on prend des têtes, des CV, on prend ceux qui nous paraissent les plus pertinents, etc. Ce qui est, à mon avis, pas idéal. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des manières, il y aurait des manières notamment démocratiques de désigner des gens de la société civile. Je ne sais pas, par exemple, réserver un certain nombre de circonscriptions à la société civile et faire un vote au jugement majoritaire par des citoyens, enfin faire des primaires de désignation sur des listes. J'avais fait cette proposition moi, pour essayer de faire un accord en Rhône-Alpes, en Auvergne-Rhône-Alpes. Ils m'ont complètement rayonné. Je pourrais en reparler après, mais ils ne sont pas prêts à ça, pas prêts à libérer en fait, la désignation d'un nombre important de... Ils préfèrent que ce soit le chef qui désigne sa propre société civile, qui est du coup une société civile un peu bizarre. Et l'autre point, c'est effectivement que ces députés sans forcément d'expérience, sans forcément de réseau politique, etc., je pense que le mot broyer est le bon mot. Ça, je vous renvoie à l'ouvrage d'Étienne Ollion, dont j'ai oublié le titre, hélas, et je n'ai pas mon téléphone avec moi, mais vous pourrez regarder, qui a fait un bouquin là, très récemment, qui est sorti l'année dernière, super, sur une ethnographie à la fois statistique et puis aussi avec beaucoup d'entretiens sur les députés de cette législature. Et où vous voyez bien à quel point il y a un certain nombre de députés qui ont été complètement écartés, qui n'ont pas du tout su se saisir des codes à la fois de communication, sur la manière, la relation à tisser avec sa circonscription aussi, parce que ça, c'est une particularité de la Ve République. Enfin, toute une série de problèmes qui est liée à l'hyper-professionnalisation de la vie politique. Et ça, c'est une autre tendance, à mon avis, qu'il ne faut pas du tout nier, c'est que la vie politique française, et pas que française d'ailleurs, elle s'est extrêmement professionnalisée. Donc, il faut toute une série de codes, de savoir-faire, de compétences pour exercer un mandat d'élu de manière la plus efficace possible, à la fois efficace dans les politiques publiques, efficace pour sa réélection, c'est les 2 dimensions de la professionnalisation. Et bien ça s'apprend pas en un quart d'heure. Mais en fait, peut-être que si, on le sait même pas. Et de ce point de vue-là, LREM n'a pas fait un effort phénoménal. Ils ont fait juste un séminaire de 3 jours, je crois, avec les nouveaux députés. Ça ne suffit pas. On peut penser qu'il aurait fallu faire, je sais pas, 3 semaines de formation assez intensive, etc. Ce qui serait vraiment intéressant. Moi vraiment, tout le truc autour de... En ce moment, au Canada, ils sont en train de discuter du fait que le Sénat, donc la chambre haute, la 2e chambre, il y a une partie des membres du Sénat qui soient tirés au sort. Ce que je trouve, moi, une super idée, franchement, d'un point de vue... En gros, ils soient législateurs, donc représentants. On est dans de la démocratie représentative, c'est juste que la sélection des représentants, elle ne se fait pas sur le mérite ou sur les idées, elle se fait par pur tirage au sort parce que tout le monde a une chance de représenter, mais qui implique un travail sérieux de formation. Mais moi, je suis absolument convaincu que si on prend du temps de formation des citoyens, ils font un travail aussi bon, voire meilleur que des députés élus. Juste une précision technique avant de reprendre des questions. On a parlé du jugement majoritaire plusieurs fois, parce que c'est le mode de scrutin qu'a choisi la primaire populaire. Est-ce que tu peux nous définir en 2 mots ? Oui, c'est en fait vous mettez comme une note, une appréciation. D'ailleurs, ils s'en sont un peu moqués, ce que je trouve absurde, mais donc très bien, bien, passable. Il y avait quoi Assez bien, passable, insuffisant. Assez bien, passable, insuffisant. Et en fait, c'est très facile. En fait, vous voyez bien après la représentation, vous n'avez pas vu les tableaux de représentation des résultats où on voit où se situe le médian pour chacun des individus. Et on voyait par exemple que Taubira avait eu énormément de mentions très bien, presque 50%. Ça, c'est un des modes de scrutin malins. Il y a d'autres modes de scrutin pour désigner une personne. Parce que le problème, c'est encore une fois, quand on désigne une personne, c'est jamais très bien. Mais l'autre mode de scrutin malin, c'est le vote par approbation. Vous dites si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec la personne. C'est les 2 modes de scrutin qui permettent d'aboutir à des candidats. Ils ont des travers, moins de travers que le mode de scrutin à 2 tours, qui est complètement débile. Là, juste un petit point. La France, c'est un énorme problème, notre mode de scrutin à 2 tours. C'est un des trucs les pires du point de vue du choix collectif, parce que souvent, ça mène à des affrontements bipolaires. Et prenez l'exemple de la primaire des écolos. Vous avez le candidat le plus à droite du spectre, c'était Jadot, écarté l'autre guignol, je ne me souviens même plus comment il s'appelle, et Governatori. Et après, vous aviez la candidate la plus à gauche.
Ce qui est malsain d'une certaine manière. Après, vous arrivez à des affrontements potentiellement plus conflictuels que ce qui devrait être. Le problème, c'est que ce mode de scrutin à 2 tours, on l'utilise tout le temps. Je veux dire, pour élire votre délégué en 6e 4, vous faites un mode de scrutin à 2 tours. Mais c'est complètement aberrant. Déjà, on pourrait se dire qu'on peut avoir 2 personnes et puis on pourrait inviter d'autres manières, des élections sans candidat, par exemple, des choses comme ça. À cette échelle-là, il y aurait toute une série d'innovations démocratiques qui pouvaient être faites, mais on est complètement moulé dans ce mode de scrutin à 2 tours. C'est vrai aussi dans les associations, la manière de désigner leur cadre, mais vous en avez parlé, je crois, déjà. Mais bref, ça, c'est de la culture démocratique qui est assez dysfonctionnelle dans le cas français. Avant de passer à la dernière question, et très très vite pour En Marche, il y a vraiment un phénomène de fond qui est l'affaissement du Parlement. Et donc, vous avez des députés qui déjà sous la précédente mandature Hollande était en difficulté, puisque quand un président se met à faire l'inverse de son programme, soit ils votent comme le gouvernement, soit ils sont considérés comme frondeurs. Il n'y a aucune place pour la nuance, puisque de toute façon maintenant, c'est vraiment, pour avoir été assistant parlementaire, vous avez avis du gouvernement et vous votez selon l'avis du gouvernement. Si vous ne votez pas, vous êtes textoté puis appelé dans la minute, rappelé à l'ordre, et sinon à un moment donné, on vous expulse du groupe avec tout ce que ça veut dire, plonger dans l'anonymat ensuite du fonctionnement du Parlement. Donc il y avait déjà cette tendance-là. Et là, avec En Marche, ce qui s'est passé, c'est que vous avez propulsé des gens qui, effectivement, étaient des gens nouveaux, en fait, là-dedans, qui se sont retrouvés, en fait. Franchement, il faut 2 ans pour comprendre le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, quoi. C'est hyper dur. Et donc, vous n'avez pas d'expérience politique précédente, pas pour ceux qui ont basculé d'un parti ou un autre, qui sont d'ailleurs ceux qui ont le mieux vécu un peu tout ça, quoi, hein. Mais les primos qui n'ont pas été accompagnés, pas formés, se retrouvent là-dedans. Vous n'osez pas en plus vous opposer au gouvernement parce que vous lui devez tout. Vous devez toute l'élection à Macron parce qu'en fait, les gens qui ont voté en circo ne connaissent même pas le nom de leurs députés. Ils ont juste voté En Marche pour dire « je veux donner les moyens de son action au président de la République ». Et on va vous retrouver effectivement avec beaucoup, beaucoup de gens qui sont frustrés, qui ne se représenteront pas et qui ne se trompent pas dans le fait qu'ils n'ont servi à presque rien en fait. Puisque la marge de manœuvre dans la 5e République 2.0 est extrêmement, extrêmement limitée. Il reste une question quand même avant de prendre une deuxième salle. Donc, réponse assez courte, mais la question du putsch, c'est-à-dire la question d'Amélie, comment on rentre, est-ce qu'on putsch, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, c'est de la déformation professionnelle, ce que je ne vous ai pas dit, ce que je faisais à côté, ce qui me fait vivre, c'est que je travaille dans les questions de financement sur le continent africain, enfin, tout ce qui est durable, renouvelable, etc. Mais pour moi, quand je parle de putsch, c'est vraiment même OPA agressive. C'est-à-dire, en fait, il y a des structures qui existent, qui captent les financements. Et en fait, c'est même en termes d'analyse économique le moment où il faut le faire, parce que l'actif vaut le moins cher. C'est-à-dire, il est détesté par la population. La marque ne vaut plus grand-chose. Mais il reste que quand on gratte, quand on enlève ça, qui est l'analyse classique, on voit qu'en fait, il y a des actifs qui sont assez solides. Il y a une représentation territoriale, il y a des financements publics, il y a des cadres à l'intérieur, il y a des militants, malgré tout. Et donc, voilà, en analyse, moi, je trouve que c'est le moment où il faut y aller et pas juste seul, en fait. C'est là où, justement, les discussions en cours avec plein d'organismes et de gens qui arrivent à mobiliser. Parce que, vous imaginez, le PS, c'est 22 000 militants. La primaire populaire, vous arrivez à mobiliser ne serait-ce que 50 000 personnes de la primaire populaire pour aller du jour au lendemain au PS. Vous vous retrouvez écrasément majoritaire. Donc, en fait, vous pouvez totalement ensuite ouvrir les portes, les fenêtres, changer de nom, créer une espèce de plateforme et vous arrivez à arrimer en fait, cet archipel en fait, d'organismes, justement la société civile et autres, qui ne trouvent pas aujourd'hui de point d'accueil. En fait. Donc, voilà, moi, c'est un peu la théorie que je défends en ce moment. Probablement que je n'y arriverai pas, mais je pense que c'est le seul moyen. Parce qu'effectivement, si on y va de manière diffuse, un peu sur le territoire, un peu partout, chacun individuellement, là, les forces en place sont trop puissantes, en fait. Et là, la capacité de conservatisme gagnera. On sent que ça attise la convoitise, au moins la curiosité. Alors, peut-être d'autres questions? Oui, vous m'entendez? Moi, j'avais 2 questions là. Vous parliez tout à l'heure que des associations ou des structures de la société civile s'engagent un peu plus, mais j'ai entendu des retours pas mal de beaucoup qui auraient eu, par exemple, peur de subventions, voilà, en indiquant une préférence, d'avoir peur en fait, d'avoir des retours de bâton. Donc, savoir si c'est une crainte avérée ou non et ce qui pourrait exister. Et une deuxième question qui revenait un peu à ce que vous... Et une deuxième question, vous parliez un peu de l'éducation des députés, mais même aussi peut-être du citoyen, parce qu'en fait, alors je ne sais pas quels sont les cours d'éducation civique maintenant, mais moi j'ai l'impression qu'on nous apprend les institutions, mais pas vraiment qu'est-ce que c'est qu'un parti, qu'est-ce que c'est qu'être adhérent. Moi, par exemple, je ne sais même pas ce que ça veut dire, en fait, être adhérent. Est-ce que je suis engagé légalement sur quelque chose? Enfin voilà, ce genre de questions.
peut-être juste très rapide sur la question des... Ah, tu veux? Oui, alors il m'a semblé lire quelque part que la France était le pays d'Europe avec l'Italie qui comptait le plus d'élus par habitant. Je crois que c'est de l'ordre de plusieurs centaines de milliers d'élus. Si c'est une réalité, comment expliquez-vous que cette grande capillarité des représentants du peuple n'irrigue pas plus la démocratie en France? Je peux ajouter quelque chose. Alors, ce matin, je suis complètement perdu avec tout ce que j'ai entendu de votre part. Il faudrait clarifier un peu les choses. Alors, je vais vous poser la question pour clarifier, qui s'adresse surtout à Quentin, mais aussi à l'autre intervenant. Vous avez employé plusieurs fois l'expression « il faut changer les règles du jeu ». Alors, donnez-nous clairement un exemple de vieilles règles et de nouvelles règles, ou plusieurs exemples, parce que je n'ai rien compris à ce débat de ce matin. À 15 minutes de la conclusion, il est bon de le savoir. Juste peut-être sur la question de l'éducation, évidemment, les invités pourront y répondre, mais demain, nous aurons une conférence sur cette question-là, comment éduquer aux politiques dans différents espaces, que ce soit le scolaire, mais aussi l'éducation populaire. Donc, on aura le temps aussi d'aborder cette question. Et je pose cette question qui est directement en lien avec la question de l'éducation de Paul Magnant, enfin, la question de Paul Magnant sur l'éducation. Ce n'est pas une question sur l'éducation de Paul Magnant. Un des problèmes d'aujourd'hui est l'affaiblissement de toutes les structures qui permettent un apprentissage démocratique dans la durée, associations de quartier, syndicats, parents d'élèves, mouvements d'action catholique, etc., qui permettraient des engagements dans des partis politiques. Comment passer de l'engagement ponctuel coup de cœur à un engagement durable? Bon, sur les subventions, très rapidement, vous avez tout à fait raison, hein. C'est-à-dire que pour beaucoup, c'est une crainte et c'est une crainte avérée. C'est-à-dire que, par exemple, nous, depuis qu'on a fait cette convention citoyenne et qu'elle s'est terminée, comme vous le savez, avec quand même un discrédit assez fort du gouvernement, bizarrement, le gouvernement ne nous appelle plus trop pour faire des répliques des conventions sur le territoire, ou même celles qu'ils ont faites, qui est une espèce de grande mascarade sur la vaccination. Je crois que vous avez peut-être entendu parler, ou pas du tout même. Ah bon, voilà. Donc, il y a un effet direct et immédiat, hein, quand même, à avoir un positionnement politique. Et donc, si vous êtes un moment en train de trop travailler avec tel ou tel parti, vous avez ce problème-là de financement quand vous dépendez des financements des collectivités ou du gouvernement, etc. Ce qui n'est pas forcément le cas de certaines ONG qui arrivent à vivre de fondations. Donc ça, c'est pour la réponse facile. Peut-être que j'attaque le plus gros morceau, parce qu'on ne va pas vous laisser partir, monsieur, en tout cas dans ce flou, et puis sinon, on continue la discussion ensemble. Hein. Pour vous donner un exemple très concret, hein, de changement de règles du jeu. Quand je dis règles du jeu, c'est vraiment un terme trivial pour dire qu'il y a une réflexion sur les institutions démocratiques en France. C'est-à-dire, et ce n'est pas forcément à moi de vous dire ce qu'il faudrait changer, mais il y a des gens qui travaillent très sérieusement sur la question. Par exemple, nous, on pousse la possibilité de mettre en place une convention citoyenne sur la question démocratique en France. Faire travailler des citoyens pendant plusieurs sessions à ce qu'il faudrait changer dans notre Constitution, ou pas forcément dans la Constitution, par loi organique, parce que parfois, il n'y a pas forcément besoin de changer la Constitution, pour essayer de répondre au coup de fatigue démocratique. Vous voyez, par exemple, quand on dit le Parlement s'est affaissé, on sait que c'est notamment une résultante du fait qu'on a aligné les deux mandats présidentiels et législatifs. J'adore ce que tout le monde me dit maintenant en disant oui, je l'avais dit à l'époque, personne ne l'avait dit à l'époque, globalement. Mais en gros, peut-être que certains proposent, si on votait aux législatives avant les présidentielles, par exemple, peut-être que dans ce cas-là, il y aurait un intérêt plus fort pour les députés, pour la question programmatique, et que donc on inverserait un peu le rapport de force qui s'est établi. Ça, par exemple, c'est un changement de règle du jeu. Vous voyez ? Et en fait, là-dessus, je m'avance très prudemment, parce que moi, j'ai très peur des gens qui disent j'ai une solution, c'est la solution, ça va tout changer. La réalité, c'est qu'à chaque fois que vous bougez un curseur, vous en faites bouger 3 derrière. Donc, ça a été le cas justement de cette réforme constitutionnelle où on disait oui, ça va être super, on réduit le mandat du président à 5 ans, c'est beaucoup mieux, c'est plus démocratique. Et franchement, quand on voit le résultat, on peut se demander si c'était vraiment le meilleur choix à faire, parce que parfois, des cohabitations, peut-être que ça permettait aussi
une respiration démocratique, etc. Voilà, donc changer les règles du jeu, c'est s'interroger sur ce qu'il faudrait changer dans nos institutions démocratiques pour que ça aille mieux, et notamment, ce qui est le plus gros marqueur et le plus facile contre lequel on doit lutter, c'est la non-inscription sur les listes électorales et le taux d'abstention qui est en hausse, quoi. Parce qu'en fait, ce qui se passe, et ça, c'est les municipales, moi j'avais fait le calcul, c'est catastrophique. C'est-à-dire que, évidemment, il y avait le Covid, etc., mais avec un taux d'abstention aussi élevé, en fait, vous aviez une équipe municipale qui pouvait être élue techniquement par 10% de la population en âge de voter. Donc, dès le lendemain de votre élection, vous êtes totalement minoritaire. Et comment vous voulez ensuite mener une politique et avoir une espèce de légitimité aux yeux des habitants, quoi. Donc voilà, donc j'espère que, en tout cas, vous sortez avec un petit peu plus de clarté, parce que sinon, ça aurait été... Oui, bah, sur cette question des règles du jeu, là, il y a toute une série de gens. Moi, ça m'intéresse beaucoup aussi sur. Il y a quand même, les institutions de la Ve République, elles sont particulières. L'élection du président au suffrage universel direct, le fait qu'on ait un mode de scrutin uninominal, donc on élit 500. En fait, c'est 577 élections différentes. C'est pas une grande élection qui pourrait se tenir à la proportionnelle, par exemple, qui obligerait à des formes de coalition. Donc, du coup, avoir un spectre électoral plus là. Moi, un des gros problèmes, je trouve, de la Ve République, c'est qu'avec le mode de scrutin, vous avez, en gros, Macron fait 25% au premier tour de 2017 et il a une majorité absolue des députés derrière son propre parti. LREM n'a même pas besoin de ses alliés. Donc ça, par exemple, c'est pour moi un problème central qui fait qu'en gros, il y a trop d'électeurs qui ne se sentent pas représentés, qui sont en fait les perdants de l'élection et qui du coup se sentent pas vraiment représentés. Et par ailleurs, le fait qu'on peut prendre des décisions sans vraiment de contre-pouvoir, sans avoir à négocier, à trouver des compromis qui représentent assez largement la société, puisque vous ne représentez que 25% des électeurs. Donc ça, voilà. Donc tout ce qui est de type proportionnaliser le mode de scrutin, affaiblir un peu le poids du président de la République, du chef de l'exécutif, pour moi, ça va dans le sens du changement des règles du jeu. Je me permets là-dessus, juste, j'aime pas du tout les comparables avec l'Allemagne qu'on fait tout le temps, notamment en matière économique. Mais là, en matière démocratique, ça fait un peu mal quand même. C'est-à-dire que de l'autre côté, bon, ils ont une élection qui est plus à la proportionnelle. Ça sort des grandes tendances politiques dans le pays. Et les types, ils s'enferment pendant 1 mois et demi. Ils négocient un pacte de gouvernement. Et après, ils appliquent en fait ce qui fait partie du pacte de gouvernement. Et s'ils ne l'appliquent pas, en fait, la coalition tombe. Je ne dis pas qu'il faut appliquer ça à la lettre, mais la comparaison avec ça fait mal, quoi. On passe vraiment pour des sous-développés. C'est-à-dire, nous, on est tous les 5 ans dans une espèce de mythe en fait, de l'homme ou de la femme providentielle qui va tout régler, où on s'en remet totalement en lui donnant un fait majoritaire, comme l'a dit Simon, on se retrouve avec une majorité éclatante, et en plus dans une dynamique où il y a un parti extrême diabolisé au second tour. En fait, vous gagnez dès le premier. Rappelez-vous des réactions de l'équipe d'Emmanuel Macron dès le soir du premier tour. Ils ont fêté la victoire parce qu'ils savaient que de toute façon, le second tour, il n'y avait pas besoin du tout de rassembler, de créer une majorité ou quoi que ce soit. Ils allaient se retrouver face à un parti extrême, mais globalement, s'ils ne faisaient pas n'importe quoi, ils gagnaient. Et donc, on se retrouve du coup dans une machine en fait, à créer de la frustration. Et 6 mois plus tard, le président a systématiquement déçu puisqu'il est élu par une minorité et qui ne cherche à aucun moment à créer une espèce de rassemblement majoritaire dans le pays pour gouverner sur l'ensemble de son. Donc, voilà, sur plein de questions comme ça, je pense qu'on mérite mieux, quoi. Juste un point sur le nombre d'élus. En fait, le nombre d'élus, qui est effectivement un des plus élevés d'Europe, il est essentiellement lié au nombre de communes. Donc, ça ne nous raconte pas grand-chose, puisque comme vous avez un peu moins de 36 000, maintenant je crois qu'il y a 30 000 communes, mais dont 25 000 sont des communes complètement apolitiques d'une certaine manière. En fait, c'est un élu comme ça pourrait être un responsable associatif, sauf qu'effectivement, il est élu par une élection. Mais je veux dire, ses fonctions, la manière dont il exerce son mandat, sa connexion avec les partis absents, hein, la plupart des municipales sont apolitiques au sens où c'est la liste du maire sortant. Parfois, il n'y a même pas de compétition, etc. Donc, du coup, ce chiffre, il est un peu, il est à prendre avec des pincettes. Et c'est ce qui explique que ça ne diffuse pas, parce qu'en fait, vous avez toute une série de maires et de membres du conseil municipal qui sont certes élus, mais dont on ne peut pas considérer qu'ils sont… si, ils sont investis en politique, mais à un niveau politique qui est totalement différent de celui des collectivités territoriales plus grosses, des régions, de l'État encore plus. Et la dernière question sur la dernière qui est sans doute la plus difficile, hein, sur comment passer d'un engagement coup de cœur à un engagement durable.
Ça, je pense, et ça revient d'ailleurs à la question de tout à l'heure sur le fait que finalement, ça ennuie tout le monde. Enfin, c'est vrai, il n'y a rien de pire que d'aller, je pense, à une réunion de parti avec des vieux militants qui sont là depuis longtemps. On ne peut pas trop dire son mot. On parle des élections de la fois d'après. Donc ça, c'est une difficulté, mais que je trouve assez générale, qui va de pair avec un peu les logiques d'individualisation, qui font que là, il y a toute une série d'indicateurs qui font que les engagements sont moins durables. C'est beaucoup plus des engagements de type je participe à une mobilisation temporaire et puis je m'en retire. Ça, là, les données sont assez claires quand on demande aux gens quelles sont leurs formes d'engagement politique. Il n'y a pas un déclin massif de l'engagement politique, mais par contre, une transformation vers des formes de militantisme, traditionnelles où on acceptait d'être partie prenante d'une organisation avec le coût que ça implique de réunion, d'être fiable, d'aller faire des tâches qui ne sont pas forcément les plus agréables, etc., vers des formes d'engagement plus parcellaires. Et ça, c'est une tendance lourde contre laquelle je pense qu'il est très difficile de lutter, si ce n'est effectivement de remettre, à mon avis, une des solutions, mais là, encore une fois, il n'y a absolument aucune formule miracle, une des solutions serait de remettre justement, de prendre cette habitude dans différents types de structures, y compris professionnelles, par exemple, de comment est-ce que décider ensemble, passer en fait du temps, parce que c'est vrai que ça prend du temps à faire des choix collectifs, que ce soit une habitude plus régulière. Et ce n'est pas le cas. Je veux dire, on a même la vie syndicale, la vie professionnelle, par exemple, alors que vous passez 8 heures par jour, il n'y a aucune forme de… pour la plupart des salariés, il y a très peu de démocratie à l'intérieur de leur expérience de travail. Donc, ça fait que… et puis, dans les associations, c'est une petite partie de la population. Donc, ce serait vraiment essayer de diffuser, mais c'est ce à quoi participe Démocratie Ouverte, de diffuser cette habitude, en fait, de la prise de décision collective et de l'investissement, en fait, de la responsabilité. Mais on n'est pas formé à ça, quoi. Dès l'école, on n'est pas formé à prendre des décisions ensemble, qui est quand même la base de la base. On apprend à faire des sujets seul dans son coin. Il y a un prof qui a la bonne réponse et qui est dans une espèce de verticalité. Donc, c'est vrai que là, la notion de démocratie et de prise de décision collective, comment on forge un consensus et on embarque un collectif dans une décision, est vraiment très faible. Juste sur la question de comment on arrive à régénérer un peu ça, je suis totalement d'accord avec l'analyse de Simon. On constate qu'il y a en fait un engagement maintenant de l'indignation très thématique, quoi. Moi, tiens, ça me parle, j'aime pas qu'on fasse du mal aux cochons, et donc j'y vais et je vais sur cette question-là. Et le problème, c'est que je pense que ça fait un certain temps que les partis politiques, pas tous, mais beaucoup, ont abandonné la formation des militants sur ce qui fait le socle commun à un moment donné. Je suis désolé de reprendre cette expression après populaire, mais à un moment donné, il faut créer quand même un plus petit dénominateur commun. On ne peut pas juste faire une agrégation en fait, de causes. Parce qu'en fait, sinon, à un moment donné, ces causes s'entrechoquent, quoi. Et il y a des choses qui sont contradictoires. Et donc, il faut absolument que les partis politiques reprennent ce qu'ils ont abandonné de faire, parce qu'ils sont devenus des organisations notables, la formation des militants sur la question économique et sociale. Quel est mon rapport au capitalisme, en fait? C'est très à l'ancienne de dire ça, mais à un moment donné, s'il n'y a pas quand même ce lien entre les militants, en fait, on ne peut pas se retrouver ensuite dans un programme d'action politique. Cette question-là, et moi je l'ai vécu au Rassemblement des Justices, par exemple, où à la fin on arrivait à des aberrations, on disait « Ah, il nous manque 2 militants de lutte contre la grossophobie, etc. » C'est sympathique, mais à un moment donné, tous ces gens-là n'avaient pas travaillé et n'avaient pas de socle commun sur c'est quoi notre rapport au modèle économique et social, qui est celui qui génère les inégalités contre lesquelles vous êtes en train de vous battre, chacun dans vos thématiques, en fait. Donc, moi, je pense que cette question-là est absolument essentielle et il faut absolument la reprendre à bras le corps. Alors, je vous propose que ce soit la fin, peut-être un mot de la fin pour chacun d'entre vous, en disant vraiment que pour les questions de l'éducation et de comment on transforme ce rapport à l'engagement vers un engagement politique au sens qui a un impact sur la vie de la cité, ces questions seront creusées demain et que la question aussi du rapport à la démocratie sera traitée cet après-midi. Un mot de la fin court pour chacun, peut-être on commence par Simon. Non, je n'ai pas de mot de la fin. Je trouve, non, je sais pas, mais ce que je veux dire, c'est que non, mais après peut-être, non, mais j'ai pas grand-chose de particulier à dire, si ce n'est que j'ai trouvé ça très intéressant. Merci. Comment ? Non, je donne le petit mot de la fin. C'est marrant vu qu'on est ici quand même, etc. C'est quand même assez drôle, en tout cas dans les sphères, en tout cas dans lesquelles moi je gravite, d'action démocratique, etc. C'est assez drôle dans les discussions, parce que dès qu'on gratte un peu, on trouve quand même beaucoup de gens très proches de la doctrine sociale de l'Église, quoi. Ça ne vient pas de nulle part, tout ça. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux.
Un très, très grand merci à tous les trois.